multi-21 c'est... Yeah, multi-21. Bonjour à tous et bienvenue sur Multi 21, le podcast qui ne parle pas anglais mais qui va vite. Enfin, vite, façon de le dire, parce qu'aujourd'hui ça ne va pas aller très vite. On va parler des flops de la saison 2019. Et pour m'accompagner, eh bien, qui de mieux pour m'accompagner justement que le docteur en la matière, Aurélien. Salut Aurélien, comment vas-tu ? Salut Louis, salut à tous. Ça me fait déjà très plaisir d'aborder cette vidéo avec toi. Comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien. Comme tu as pu le constater, Clément m'a laissé les clés de l'émission et je vais en profiter pour faire n'importe quoi. Allez, alors pour la petite anecdote, on va revoir aujourd'hui les flops de cette saison 2019 et Aurélien et moi avons travaillé un peu chacun de notre côté, notamment pour établir notre flop pilote, et on s'est rendu compte qu'on avait mis exactement les mêmes pilotes. Alors dis-nous Aurélien, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Qui as-tu mis comme plus gros flop de cette saison 2019 ? Ça me paraît être assez évident. J'ai mis Sébastien Vettel comme le plus gros flop de cette saison 2019. Alors Vettel, c'est très inquiétant parce que depuis la mi-saison 2017 à peu près, il est vraiment dans une spirale infernale. Quand on pense qu'il a touché le fond, il creuse encore. Et ça s'est vu d'ailleurs cette année. Alors si on enlève bien sûr cette victoire un petit peu chanceuse à Singapour, Vettel a été surclassé par son équipier Charles Leclerc qui n'a à peine 2 saisons de F1 dans les pattes, une seule saison dans un gros team chez Ferrari, et voilà, Leclerc marche déjà sur Vettel. Donc c'est très inquiétant. Et oui, je te laisse d'ailleurs poursuivre. Oui, pardon, mais justement, j'abondais dans ton sens. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Cette saison de Vettel est très inquiétante. Non seulement il est battu par son équipier, mais il fait de plus en plus d'erreurs. Tu parlais de sa victoire à Singapour, mais qui a même été un petit peu arrangée, finalement, comme l'a dit Mattia Binotto. L'idée était peut-être de favoriser un petit peu Vettel sur cette course où il se sentait bien pour qu'il gagne et pour qu'il reprenne en confiance. Mais l'avenir a montré que finalement ça n'avait pas très bien marché. Il a accumulé les erreurs, y compris à Montréal, même s'il a été un petit peu volé, je dirais. Cette victoire a été un petit peu volée par les commissaires, mais tout part d'une erreur qu'il commet. Exactement. Il a commis une erreur à Bahreïn, à Silverstone, à Monza, au Brésil. Enfin voilà, on ne compte plus le nombre d'erreurs qu'a fait Sébastien Vettel. Enfin si, nous l'avons fait parce que nous faisons bien notre métier. Mais on ne compte plus le nombre d'erreurs de Sébastien Vettel et vraiment ça ne peut plus durer. Il va falloir qu'il se ressaisisse. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais est-ce que c'est possible au moins ? Écoute, je ne sais pas vraiment, je ne sais pas. Je pensais qu'à la fin de la saison 2018 qu'il allait être capable de se ressaisir cette année. Bon, il ne l'a pas fait, et je pense que ça ne sera pas le cas en 2020, en prenant en compte tout simplement son erreur à Monza. Parce que si on se replonge un petit peu lors de cette course, alors déjà son équipier signe la pole position, sur les terres de Ferrari, chez les tifosi. Et j'y étais, et je peux te dire que c'était un très très grand moment. Ah oui, l'ambiance devait être incroyable, c'est clair. Et donc du coup, Leclerc, en plus de faire la pole position, a remporté cette course. Et de son côté, Vettel est parti en tête à queue comme un rookie, on peut le dire, dès le début de la course. Il est revenu n'importe comment sur la piste. C'est à se demander comment il a pu remporter ces 4 titres de champion du monde, cet homme. Et voilà, le simple fait de voir une Ferrari dans les graviers et une Ferrari sur la plus haute marche du podium à Monza, ça a forcément dû casser quelque chose dans le fonctionnement de Vettel, et voilà, je m'attends à une saison 2020 très compliquée, et s'il ne part pas en retraite à la fin de la saison prochaine, sûrement un nouveau défi entre guillemets, bien sûr, dans une nouvelle équipe. Oui, tu parles de Monza, je vais revenir un petit peu là-dessus parce que justement j'y étais et c'était assez incroyable de voir la ferveur et toutes ces acclamations pour Charles Leclerc, et à l'inverse de voir Sébastien Vettel qui était presque sifflé, presque hué. Et vous imaginez, pour que le public italien siffle une Ferrari, il faut quand même déjà avoir un sacré niveau de bêtises et d'avoir fait beaucoup d'erreurs pour en arriver là, pour se mettre le public italien à dos. Et Sébastien Vettel, là, il y est presque, donc je pense qu'il va vraiment falloir qu'il se ressaisisse parce qu'il va même perdre le soutien des tifosi qui, on le sait, est inconditionnel lorsqu'il s'agit des Ferrari. Oui, tout à fait. Après, bien sûr, il y a eu l'incident au Brésil à prendre en compte, mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs, on en reparlera tout à l'heure. Je te propose du coup de passer
au deuxième pilote, au deuxième flop de cette saison 2009. Et voilà, encore une fois, on est unanime sur le sujet, c'est Nico Hülkenberg. Hülkenberg qui dispute probablement sa dernière saison en Formule 1 et qui n'a pas réussi à dominer Ricciardo, loin de là. Pire encore, il est une nouvelle fois passé à côté d'un podium en Allemagne. Je te laisse d'ailleurs nous en dire plus, mon cher. Eh bien oui, Hülkenberg c'est un peu l'homme des occasions manquées. Effectivement, il avait déjà raté notamment le podium, voire même la victoire avec la Force India au Brésil en 2012. Il avait aussi raté pas mal d'occasions avec Renault, notamment à Bakou, une année où il était sorti de la piste seul alors que le podium était tout à fait possible. Et puis de nouveau à Hockenheim cette année, sur ses propres terres, un Grand Prix qui a été fou avec notamment Daniel Kvyat sur le podium. Il aurait pu, Nico Hülkenberg, aller chercher ce podium et il est encore passé à côté. Alors c'est un pilote qui en général est solide mais qui passe à côté de toutes les grandes occasions et ça c'est très dommage pour lui parce que c'est un pilote qui aujourd'hui semble un peu transparent et qui avec son expérience je pense a une certaine valeur marchande mais qui ne reflète pas finalement ce que l'on peut espérer retirer en retour pour une écurie. Et aujourd'hui les top teams n'en veulent pas parce qu'ils ne représentent plus l'avenir et les teams de milieu de grille préfèrent miser sur un Pérez qui va peut-être ramener moins de points mais qui va au moins aller chercher les occasions de podium et qui pour une écurie de milieu de grille c'est peut-être plus important d'avoir un podium à la fin de saison que d'avoir 5 ou 10 points en plus. Et donc aujourd'hui Nico Hülkenberg il a fait une saison qui est je dirais correct, il a ramené des points pour Renault, ça ferait un bon numéro 2 dans un top team, mais il n'a pas été flamboyant, il n'a jamais été flamboyant, et aujourd'hui ça signe peut-être la fin de sa carrière en Formule 1. Oui, je rajouterais juste que Hülkenberg, on le sous-cote volontiers. On dit de lui voilà que c'est un talent qui n'a pas eu la chance d'avoir une voiture capable de briller. Mais je suis pas d'accord du tout parce que Pérez il a eu la même voiture et il a réussi à faire des podiums lui. D'ailleurs on en a parlé plus en profondeur dans une vidéo publié il y a quelques semaines sur Hülkenberg. Je vous invite d'ailleurs à la voir si ce n'est pas déjà le cas. Et donc, personnellement, Hülkenberg, il va pas me manquer. Non, effectivement, et moi non plus, et c'est triste à dire parce que c'est quand même un bon pilote, mais il est ennuyeux, quoi. Il est ennuyeux à avoir piloté, il est ennuyeux en course, il se passe pas grand chose. Et puis, j'ajouterai quand même une petite statistique chiffrée. Daniel Ricciardo, son équipier, alors qui est un grand pilote, on sait, il a gagné plusieurs courses, il souhaite être champion du monde à l'avenir. Daniel Ricciardo termine 9ème du championnat avec 54 points, quand Nico Hülkenberg, qui connaissait pourtant l'écurie avant, termine seulement 14ème du championnat avec 37 points, donc c'est presque 50% de points en plus marqués pour Daniel Ricciardo. Donc des chiffres comme ça commencent à parler. Exactement. Je te propose du coup de passer au troisième nom de cette liste, Robert Kubica. Alors, ça me fait un petit peu mal au cœur de le mettre dans un flop, parce qu'au final, est-ce qu'on peut vraiment parler de flop? Certes, on s'attendait un petit peu à ce que le Polonais souffre en 2019, et ce fut le cas, bien sûr, ce fut énormément le cas, mais si on se fie vraiment aux statistiques pures et dures, Kubica c'est 1 point, et son équipier Russell c'est 0. Et oui, tout à fait, ça c'est une statistique qui est intéressante, et ça prouve finalement qu'en Formule 1, la pointe de vitesse ne fait pas tout, et il faut aussi avoir de l'expérience et avoir une très bonne vision de la course. Et ça, on sait qu'une blessure physique ne va pas vous l'enlever, et Robert Kubica a été excellent là-dessus en Allemagne, où il a réussi à devancer son équipier, qui bien sûr dispute sa première saison en Formule 1, donc il manquait d'expérience. Mais effectivement, en termes de performance pure, Kubica, il est dépassé, donc on est obligé de le citer dans cette vidéo flop, parce que clairement, ça a été le pire pilote de la saison en piste. Maintenant, effectivement, j'ai du mal à tirer sur lui parce que l'histoire est tellement belle. Je veux dire, après l'accident terrible qu'il a eu, on a cru qu'il allait perdre un bras. D'ailleurs, il n'a jamais retrouvé un semblant de mobilité sur ce bras. Et revenir piloter une Formule 1 sur une saison complète, c'était déjà un exploit extraordinaire. Et rien que pour ça, moi je lui tire mon chapeau. Et je dis un grand bravo à Robert Kubica. Et finalement, merci de nous avoir fait rêver aussi sur ce retour, parce qu'on a suivi ce feuilleton-là avec beaucoup d'attention, et on espérait tous le revoir en Formule 1, ça n'a pas marché, mais je pense que l'essentiel était ailleurs pour lui.
Oui, bah d'ailleurs, il va très probablement se réorienter en DTM la saison prochaine. Je pense que c'est une meilleure discipline qui pourrait plus lui convenir, beaucoup plus d'ailleurs que le rallye ou la Formule 1. Et j'ai hâte de voir ses performances dans ce championnat l'année prochaine. Oui, et puis rappelons que même si il est en dessous du niveau attendu pour piloter une Formule 1 en championnat du monde, ça reste un excellent pilote malgré tout. Et si vous voulez vous en convaincre, je vous dis juste d'aller voir les vidéos de ses essais en rallye avec la Ford Fiesta pour le Monte Carlo. On le voit sur une route complètement défoncée, la voiture qui chasse dans tous les sens sur une piste à peine plus large que la voiture. C'est juste incroyable et on se demande comment il arrive à la maintenir sur la piste, et pourtant il le fait, et ça prouve que ça reste un très très bon pilote. Ouais, entièrement d'accord. Voilà, bah écoute, on a parlé des pilotes. Si on parlait des écuries maintenant, qui est-ce que tu as mis comme flop écurie? Ah bah écoute, je vais peut-être te surprendre, bon je ne pense pas, mais en numéro 1 j'ai mis la Scuderia Ferrari. Eh bien écoute, moi aussi. Alors bah du coup je vais expliquer mon choix, parce que bon au final Ferrari c'est deuxième du championnat du monde avec 500 points marqués, mais bon les champions Mercedes eux en ont marqué 739, donc la gifle fait mal. Bon, il y a eu un petit peu un espèce de regain de forme en deuxième partie de saison, mais vraiment toute la première partie de saison c'est une catastrophe. Pourquoi c'est une catastrophe? Parce que Ferrari à Barcelone, lors des essais hivernaux, c'était meilleur temps sur meilleur temps, Mercedes qui était complètement catastrophée, les observateurs qui annonçaient une domination schumacheresque de la Scuderia en 2019. Et ben, ce ne fut pas le cas, loin de là, puisque à Melbourne, première course de la saison, ben voilà, c'était une pole Mercedes, une victoire Mercedes, et on a mangé des doublés Mercedes lors des 4 premières courses, des 5 même premières courses de la saison. Et oui, là je pense que c'est un problème qui est plutôt du côté de Mercedes. Enfin, c'est pas vraiment un problème, mais en tout cas on a l'habitude de voir Mercedes un peu cacher son jeu lors des essais hivernaux, et Ferrari justement enchaîner les meilleurs tours. Ça fait plusieurs saisons que l'on voit ça, et qu'on se retrouve avec Mercedes devant, donc c'était pas si étonnant que ça. En revanche, moi ce qui m'a beaucoup déçu, c'est de voir que la Ferrari en début de saison, elle avait l'air de pouvoir venir challenger la Mercedes, mais il y a eu beaucoup d'erreurs de fait, notamment à Bahreïn avec un problème de fiabilité. Il y a eu beaucoup d'erreurs de Vettel, on en a parlé, mais aussi des erreurs de stratégie de la part de Ferrari, une mauvaise gestion des pilotes, on en reparlera, notamment cette qualification à Monaco qui a été catastrophique et qui a vu Leclerc partir en fond de grille. Et évidemment, lorsqu'on part en fond de grille sur un circuit où on ne peut pas dépasser à domicile et qu'on veut trop bien faire, bah, ça se finit souvent dans le mur, et c'est ce qui s'est passé pour Leclerc. Mais en tout cas, voilà, il y a eu beaucoup de problèmes pour Ferrari. Je ne sais pas si sans ces problèmes, ils auraient réussi à battre Mercedes. En tout cas, une chose est sûre, le championnat aurait été beaucoup plus intéressant. Oui. Après, je pense que bon, le titre serait probablement revenu à Mercedes parce qu'ils ont sur le papier la meilleure voiture, mais ils ont aussi un petit peu l'expérience. Mais si Hamilton avait été un petit peu plus déstabilisé par Leclerc ou Vettel, peut-être que le Britannique aurait commis nettement plus de fautes sur la piste. Donc bon, après, bien sûr, avec des 6, c'est facile de réécrire l'histoire. Mais tu fais bien de parler des erreurs de stratégie parce que c'est une honte, c'est véritablement une honte ce que nous a fait la Scuderia cette saison, entre les erreurs stratégiques en qualification où Leclerc qui est censé claquer la pole à Monaco se retrouve éliminé en Q1 par Vettel en plus, parce que Vettel était lui aussi sous le coup d'une non-qualification. Il y a eu bien sûr les erreurs stratégiques où ça faisait arrêter les pilotes trop tôt ou trop tard, ça mettait les nouveaux pneus, ou alors les arrêts qui duraient plus de 5 secondes. Enfin, des exemples comme ça, on en a à l'appel, et on ne devrait pas avoir justement à citer tout ça pour la Scuderia Ferrari quand même. Une écurie qui, encore aujourd'hui, a le record de championnat remporté. Et oui, exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce qui est très décevant du côté de Ferrari ici, finalement, c'est pas le résultat final, parce que même si l'objectif de Ferrari c'est d'être champion du monde chaque année, on sait que c'est pas possible. On sait qu'il y a des écuries qui sont très fortes en face. Red Bull qui fait habituellement d'excellents châssis, même s'il y a des petits soucis plutôt du côté du moteur ces dernières saisons. Hamilton et Mercedes qui sont bien sûr excellents chaque année. Donc effectivement, Ferrari ne peut pas être champion chaque année, mais c'est pas ça moi qui me dérange, c'est vraiment cette impression qu'il y avait moyen de faire beaucoup mieux, juste sur des tout petits détails, sur des erreurs qu'on ne devrait pas voir à ce niveau de la compétition.
Je suis un peu plus d'accord. C'est très rageant. C'est à se demander si 2020 sera meilleur. Après, il n'y a pas vraiment de changement de réglementation, donc tout porte à croire que 2020 sera un copier-coller de 2019. Mais bon, on peut toujours rêver. Je te propose du coup de passer au deuxième nom, et là, il me semble qu'il y a une petite division entre ta liste et la mienne. Oui, alors pour ma part, j'ai choisi de vous parler de Renault, de l'écurie Renault, qui est quand même une écurie constructeur, une écurie d'usine, qui a certes pas les moyens de Ferrari ou de Mercedes, mais qui a de gros moyens, qui a terminé quatrième du championnat l'année dernière et dont l'objectif était clairement affiché, se rapprocher des top teams. Eh bien, il n'en a rien été puisque Renault a terminé cinquième du championnat, derrière McLaren qui est son client. McLaren est une écurie cliente de Renault et donc McLaren a réussi à battre Renault. Donc c'est une très bonne nouvelle pour McLaren, ça me rend très heureux parce que tu sais que j'aime beaucoup McLaren. Mais en tout cas je trouve ça très très décevant de la part de Renault de ne terminer que cinquième du championnat. De plus, moi j'ai toujours du mal à comprendre ce que fait Cyril Abiteboul à la tête de cette écurie. Quand on préfère dépenser 30 millions d'euros, de dollars, je ne sais plus, enfin le taux de conversion est à peu près de 1, donc on va pas s'étendre là-dessus. Mais en tout cas, quand on préfère dépenser 30 millions dans un seul pilote, plutôt que de les mettre dans la voiture pour développer la voiture et pour remonter step by step, je trouve ça, enfin je ne comprends pas. Déjà je ne comprends pas pourquoi on a fait venir Ricciardo, à part pour faire chier Red Bull. Honnêtement je ne comprends pas, parce que lorsqu'on est une écurie de milieu de grille, ça n'a aucun intérêt d'avoir un pilote aussi cher. Même si Ricciardo a rapporté 50, je n'ai plus le chiffre, 54 points, voilà, qu'un autre pilote aurait pu en rapporter peut-être 48, ça n'aurait rien changé pour Renault. Mais ils auraient économisé 30 millions d'euros qu'ils auraient pu mettre dans la voiture et je pense que ça aurait rapporté plus de 6 points. Mais voilà, en gros l'idée, d'un côté je ne comprends pas la politique et la stratégie de Renault de manière globale, et d'un autre côté les résultats ont été très décevants toute la saison, et donc pour ça, pour moi, Renault est un mauvais point cette année. Alors je suis assez d'accord avec toi. J'aurais volontiers mis Renault dans cette liste, mais j'ai choisi de placer As. Ça fait un petit peu tirer sur l'ambulance aussi, mais bon, moi j'aime bien, donc ça me dérange pas trop. As qui était parti quand même sur les chapeaux de roue quand même à Melbourne, avec Magnussen qui termine dans les points, qui termine d'ailleurs sixième, me semble, oui, sixième, 8 points, c'est ça. Et Grosjean qui aurait dû lui aussi terminer dans le top 10. Et là, on a eu un espèce de copier-coller de la saison 2018. Arrêt au stand foiré, le pneu qui est pas serré, on a l'impression d'être dans un sketch. Et puis, après ce Grand Prix, le reste de la saison, ça a été vraiment incompréhensible. Des temps magnifiques en qualification, et le jour de la course, la voiture incapable de faire chauffer les pneus, donc du coup Magnussen et Grosjean qui sont obligés de se battre pour la 15e position. Alors ça a donné bien sûr des duels du coup assez ridicules entre les deux pilotes qui s'accrochaient pour savoir qui allait finir 13e. Mais voilà, As, c'est assez incompréhensible c'est même prodigieux en fait, de produire une voiture aussi peu compétitive. Enfin, ça m'étonne, je suis assez étonné. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que ça fait une mauvaise saison, mais je suis un peu moins étonné que toi parce que je pense qu'on arrive là un peu aux limites du modèle As, qui est d'acheter le maximum de pièces possibles à Ferrari, d'acheter un châssis à Dallara, et je pense que on se retrouve aujourd'hui dans une situation où l'écurie assemble des pièces qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne comprend pas, et on se retrouve avec une écurie qui finalement ne comprend pas sa propre monoplace parce que elle ne l'a pas construite tout simplement. Mais tu as entièrement raison d'ailleurs, parce que lors de la dernière course de la saison, donc 21e Grand Prix de la saison qui se disputait au mois de décembre, on a eu droit à Grosjean qui roulait avec un fond plat qui datait du mois de mars, avant même le début de la saison, le fond plat des essais hivernaux. Donc c'est vraiment symptomatique du mal de As, de cette espèce d'incompréhension qui règne. Et oui, tu as parfaitement résumé la situation. Bien, eh bien écoute, je te propose de conclure avec les constructeurs, avec notre point commun là encore, pour le troisième constructeur de ces flops. Je pense qu'il y a très très peu de suspense, on va parler de Williams bien sûr. Écoute, moi je n'ai pas grand chose à dire sur Williams, une monoplace
complètement ratés et des pilotes qu'on n'a pas vus parce qu'ils n'avaient tout simplement pas l'occasion de s'exprimer. Oui, bah oui, là, on va être assez bref sur le sujet. Au sortir d'une saison 2018 assez décevante, bah, c'était sûr et certain que Williams allait se rétamer cette année, surtout en prenant comment dirais-je, en faisant le choix de recruter des pilotes pour leur valise à billets. Je salue d'ailleurs Kubica au passage et Latifi également. Donc oui, voilà, il fallait s'y attendre. En revanche, s'il faut quand même tirer un point positif, bah, je tirerai mon chapeau à George Russell qui, à plusieurs reprises, est passé pas loin d'une Q2. Voilà, avec ce genre de voiture, c'est quand même pas mal. Oui, tout à fait. Je pense que George Russell a montré de très belles choses. Maintenant, c'est compliqué quand même de juger sa performance parce que justement, la voiture est tellement dépassée qu'on ne sait pas trop où le situer, d'autant plus que son équipier lui-même est handicapé pour piloter correctement. Et c'est assez difficile de juger la prestation de George Russell, mais j'ai aucun doute sur le fait qu'il sera de nouveau devant Latifi l'année prochaine. Oui, Maintenant, si j'ai un petit conseil à donner à Williams, parce que on le sait, je suis un très grand chef d'écurie. Sacrifier la saison 2020 pour la saison 2021, il vaut mieux commencer à travailler très tôt sur 2021 et pour avoir une petite chance de se remettre en selle. Voilà, et bien écoute, si tu n'avais rien à ajouter sur Williams, je te propose qu'on passe à nos moments un peu flopesques de la saison. Et bah écoute, je vais te laisser commencer. Tiens. Bah écoute, allons-y. Alors, pour moi, le moment le plus flop, celui qui résume d'ailleurs parfaitement la saison 2019 d'une certaine équipe, c'est l'accident entre les deux Ferrari lors du Grand Prix du Brésil. Pourquoi c'est un flop ? Tout simplement parce que nous avions deux voitures capables d'aller chercher des gros points, mais étant donné que Ferrari est dans l'incapacité de gérer deux coques au sein d'un même poulailler, voilà, ça donnait un accident complètement stupide et ridicule d'ailleurs, puisqu'il a suffi que les deux roues s'effleurent à peine pour que Leclerc brise sa suspension et que Leclerc crève et endommage gravement son fond plat. Donc un accident complètement ridicule, une issue ridicule aussi, puisque les deux pilotes ont abandonné. Et donc voilà, pour moi c'est mon plus gros flop de la saison. Cet accident qui aurait pu complètement être évité si un certain Mattia Binotto était intervenu à la radio pour dire « Bon écoutez les gars, vous battez pas » ou alors « machin passe devant l'autre et basta ». Mais ce n'a pas été le cas. Écoute, je suis 100% d'accord avec toi sur cet accident, mais c'est pas celui que j'avais choisi. Moi j'avais choisi la situation en Russie, à Sochi, où justement les deux pilotes avaient fait un très bon départ. Vettel avait pris la tête et devait la rendre à Leclerc, mais finalement ça ne s'est pas fait. Alors chez Ferrari, pour ne froisser personne, on avait essayé de décaler les stratégies, et puis finalement il y a une voiture qui a abandonné au plus mauvais moment, une des deux Ferrari qui a abandonné au plus mauvais moment, condamnant ainsi, donc c'est celle de Vettel bien sûr qui a abandonné, condamnant ainsi la stratégie de Leclerc. Et finalement Ferrari qui était parti pour un doublé se retrouve à seulement finir 3e, et je trouve que c'est de nouveau un autre gros symptôme de cette gestion catastrophique des pilotes et des stratégies. Donc pour moi c'est plus ce Grand Prix qui a marqué vraiment le gros flop de Ferrari dans la saison, mais je te rejoins entièrement sur le Brésil, c'était tout à fait ridicule là aussi. Ouais. Allez, je vais enchaîner avec un autre flop. Pour moi, et je pense que tu as aussi ce flop sur ta liste, c'est simplement le Grand Prix de France au circuit Paul Ricard qui a été complètement soporifique. La faute à un tracé qui est mauvais, on va pas se mentir, le tracé du Paul Ricard est mauvais, alors qu'il y avait moyen de faire quelque chose de très bon sur ce circuit, je pense, puisqu'on sait que le Paul Ricard permet différents layouts complètement différents, adaptés un peu à toutes les séries. Et là on se retrouve avec un tracé qui est très mauvais, qui est pas forcément très intéressant pour la Formule 1, et ça fait plusieurs années qu'on a une course qui est soporifique, et cette année de nouveau on a une course soporifique. Oui, alors on avait déjà eu droit à une course soporifique en 2018, mais bon, on laissait ça un petit peu le bénéfice du doute. Est-ce que c'était vraiment dû au tracé, ou alors c'est peut-être les voitures qui étaient mal conçues? Et là, une deuxième course soporifique d'affilée, donc voilà, on est sûr et certain, c'est la faute du tracé. Il est pas mauvais ce tracé. Je dirais pas qu'il est mauvais, je dirais juste qu'ils ont choisi la mauvaise configuration, tout simplement. Ce qui va pas en fait, c'est les deux premiers virages qui sont beaucoup trop resserrés.
Alors déjà, la ligne droite de départ-arrivée est beaucoup trop courte, donc il n'y a aucun dépassement qui peut se faire lors des deux premiers virages. Et ensuite, la courte ligne droite menant vers la partie la plus à l'ouest, ou la plus à gauche du circuit, bah là aussi la ligne droite est vraiment trop courte, donc les virages suivants, il n'y a toujours pas de dépassement. Donc ce serait peut-être un petit peu plus ingénieux d'utiliser la version la plus rapide des deux premiers virages. Comme tu l'as bien dit, Paul Ricard a 175 configurations différentes, ou je ne sais pas trop, mais un truc dans le style. Et donc utiliser ces deux premiers virages qui se passeraient presque à fond, ça prolongerait la ligne droite des stands et ça pourrait créer des opportunités de dépassement. Après, j'étais le premier à taper sur la chicane la ligne droite du Mistral, mais au final, c'est à cet endroit où on a eu le plus de dépassements différents. Et il y a des tribunes tout autour, et j'en conviens, on va pas non plus supprimer la chicane juste pour que ça fasse un peu plus joli, quoi. Donc pour moi c'est le premier secteur qui fait défaut, mais oui, après voilà, Grand Prix de France 2019 à oublier. Oui, et je pense Grand Prix de France 2020 à oublier aussi. Après, vas-y, continue. Excuse-moi, je suis mal poli, je t'interromps, mais il me semble que les organisateurs vont changer un petit peu le tracé pour l'édition 2020 parce que eux-mêmes se rendent compte que vraiment ça ne va pas du tout. Mais écoute, on ne peut qu'espérer que le spectacle sera meilleur. Allez, je passe à la troisième, et puis mon troisième moment un peu flop de la saison, pour moi c'est Bottas en Australie. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi une course où un pilote a réalisé un très très bon Grand Prix? Bien simplement pour sa petite déclaration en fin de course. Bottas fait un très bon Grand Prix, effectivement, il a dominé son sujet, il a dominé Lewis Hamilton aussi, qui avait peut-être un petit peu des soucis sur sa monoplace, mais ça c'est une autre histoire. En tout cas, il a fait une très belle course, il s'est imposé. Et à la fin, il s'est senti pousser des ailes, Bottas, puisqu'il a un petit peu insulté tous ceux qui avaient douté de lui. Et je pense qu'il aurait mieux fait de se taire, parce que vu la suite de sa saison, la preuve a été que ses détracteurs avaient peut-être raison et qu'il avait tort de s'emballer comme ça. Oui, bah c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. Alors il me semble que le message était destiné à son ancien sponsor, Wiuri, qui l'a lâché du coup entre la saison 2018 et 2019. Mais en fait, cette déclaration sonne faux, tout simplement parce que c'est pas vraiment ça colle pas vraiment au personnage de Bottas, hein. Finlandais assez froid qui sort deux phrases en conférence de presse et c'est tout. Donc ouais, le voir partir dans les insultes, tout ça, c'était un petit peu bizarre. Et puis aussi toute cette histoire de Bottas 2.0, 2.1 ou que sais-je encore, complètement ridicule là aussi. Et pourtant j'aime beaucoup Bottas, j'aime beaucoup la Finlande d'ailleurs. Mais oui, je comprends en tout cas ton choix. Ce ne fut pas le mien, mais je le comprends. Alors justement, dis-nous en plus sur ton choix. Alors j'ai décidé de parler d'une injustice. Tout simplement, il n'y a pas d'autre mot, c'est la rétrogradation de Pierre Gasly au sein de l'équipe Toro Rosso lors de la trêve estivale. Une rétrogradation qui n'avait pas lieu d'être. Alors certes, Gasly souffrait énormément en qualification ainsi qu'en course face à Verstappen, mais on parle d'une Red Bull qui a été développée pour le néerlandais, Gasly qui devait utiliser les réglages du néerlandais et rien d'autre. Alors c'était sûr que Gasly allait se foirer, mais de là à le rétrograder, c'est pousser le bouchon, si j'ose dire, surtout que son remplaçant Albon a certes ramené un peu plus de points que le français, mais si on regarde ses résultats en qualification, il se mange une gifle tout pareil. Bah oui, je suis assez d'accord avec toi, et puis on dit beaucoup que Albon impressionne parce qu'il est rookie. C'est vrai, mais il faut voir que Gasly, avant d'arriver chez Red Bull, n'avait qu'une saison complète en Formule 1, donc il était quasiment rookie lui aussi. Ah oui, bien sûr, entièrement d'accord. Et puis surtout, ce qu'on ne dit pas ou très peu, c'est que en fin de saison, Honda avait un petit peu lâché les chevaux parce que ils ont essuyé une pénalité entre les Grands Prix de Belgique et Singapour parce qu'ils allaient introduire un nouveau moteur. Il y a eu des évolutions moteurs à l'appel aussi. Et puis, bien sûr, en fin de saison, les motoristes ont tendance à booster un petit peu la puissance. Et ça, Gasly, il n'y a pas eu droit, bien sûr, en début de saison.
Et oui, tout à fait. Eh bien, écoute, je ne sais pas si tu avais encore quelque chose à ajouter à ce sujet, mais je te propose de conclure ici ce podcast qui est déjà bien long. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Ça nous fait toujours très plaisir de voir que vous avez aimé la vidéo, que vous avez mis un petit pouce bleu, que vous avez mis un petit commentaire pour nous dire si vous aussi vous pensiez que Hülkenberg méritait ou non sa place en Formule 1, pour nous dire si Kubica méritait ou non de revenir l'année prochaine. Voilà, dites-nous tout ça dans les commentaires, mettez un petit pouce bleu, partagez la vidéo, enfin faites tout ce que vous avez l'habitude de faire pour les autres vidéos. Nous, ça nous fait très plaisir de voir que notre travail est apprécié. Voilà, merci à tous, merci Aurélien, et puis salut, à bientôt. Allez, à bientôt.